Docteur Mohamed Belhassine, merci de nous recevoir au siège du PNUD. C'est quoi le PNUD exactement? Bienvenue. Le PNUD est un sigle qui désigne le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est un réseau donc international des Nations Unies qui accompagne les pays dans leur programme de développement, quel que soit leur niveau de développement, depuis les pays les moins développés jusqu'aux pays qui ont commencé ou entamé leur transition vers le décollage économique et un développement complet. Parfait. Et donc là, concrètement, donc en Tunisie, donc ça existe depuis combien d'années? En Tunisie, le système des Nations Unies, le rapport entre le système des Nations Unies et la Tunisie est très ancien. Même s'il n'était pas formalisé, la Tunisie a pu faire valoir son droit à l'autodétermination et à l'indépendance dans les années 50 grâce à l'utilisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est un principe des Nations Unies. Et donc depuis, les rapports entre les Nations Unies et la Tunisie n'ont cessé de se développer. Dans les années 70, il y a eu un accord de siège entre le Programme des Nations Unies pour le développement et la Tunisie. Et donc c'est depuis le début des années 70 que le PNUD travaille de façon organisée et formelle en Tunisie. Est-ce qu'on peut avoir justement une idée sur les projets auxquels vous avez participé, les grandes réalisations justement? Tout à fait. Le Programme des Nations Unies pour le développement travaille à la requête des pays. Et vous savez très bien que pour être membre du système des Nations Unies, il faut être un État reconnu. Donc les rapports entre les agences des Nations Unies et les pays sont des rapports officiellement avec les gouvernements de ces pays. Dans le passé, de nombreux programmes de développement en Tunisie ont bénéficié de l'appui du PNUD. Pour n'en citer que quelques-uns, je peux vous citer des programmes sur l'énergie, l'utilisation efficiente de l'énergie et l'utilisation donc de politiques énergétiques qui permettent de dépenser moins et d'avoir plus de bénéfices. Domaine de l'environnement, où nous avons beaucoup travaillé aussi bien pour la sauvegarde de l'oasis et la valorisation des zones arides en Tunisie. Nous avons travaillé sur des domaines aussi en rapport avec Al-Hawkama, la gouvernance. Notamment, nous avons des projets qui ont abordé les aspects liés à la bonne gouvernance, entre autres la transparence et la modernisation de l'administration publique. Un gros travail a été fait avec la Cour des comptes sur les dernières années. Et il ne faut pas oublier aussi que la communauté internationale s'est engagée sur les objectifs du millénaire pour le développement depuis le début des années 2000. Et dans ce domaine-là, nous avons aussi accompagné le travail fait par la Tunisie, notamment dans la génération de données statistiques qui permettent de savoir où on en est, par exemple, en ce qui concerne le taux de pauvreté. On a fait des démembrements des statistiques globales en statistiques par région pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en était des 8 objectifs du millénaire pour le développement en Tunisie. Excellent. Donc là, la Tunisie, donc c'est un pays que vous connaissez depuis 2 ans. Vous êtes installé, donc vous êtes donc coordinateur résident des Nations Unies justement depuis 2 ans en Tunisie, et vous avez vécu justement le 14 janvier. Est-ce que c'est un changement pour tout le programme qui va être fait à partir justement de cette date-là? Absolument, c'est un grand changement parce que, comme je viens de vous le dire, par exemple, le PNUD travaille beaucoup sur les aspects de gouvernance démocratique, par exemple. D'autres agences aussi travaillent, par exemple, sur les droits de l'homme. Nous avons le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Ce sont des domaines, comme vous le savez, où il était extrêmement difficile de travailler auparavant. Et ce sont des domaines pour lesquels, aujourd'hui,
Nous, non seulement nous souhaitons, mais nous avons aussi la demande du gouvernement intérimaire pour apporter l'appui du système des Nations Unies globalement et du PNUD en particulier. Vous avez bien vu qu'il y a eu des visites de haut niveau, y compris le couronnement a été la visite par monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a été reçu par monsieur le président du gouvernement par intérim, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, et les discussions étaient très claires que d'un côté il y avait la volonté du système des Nations Unies d'apporter son aide et son accompagnement au processus de transition politique que vit la Tunisie vers une société plus démocratique, une société où les droits de l'homme sont respectés, une société plus inclusive aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les problèmes sont nés de l'exclusion et du sentiment de dignité non respectée des individus. Et ça, ce sont des domaines pour lesquels les Nations Unies ont toujours été au centre du débat et ont toujours donné les principes fondamentaux du respect des droits de l'homme et de l'individu, y compris le droit au développement, y compris le droit à une expression libre, y compris le droit au respect de la dignité de tout individu, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit d'une région ou d'une autre, sans aucune discrimination possible. Est-ce que justement, donc, par rapport à nos lecteurs et ceux qui nous regardent, donc, est-ce que les Nations Unies veulent vraiment faire réussir ces révolutions justement des pays arabes, veulent être un partenaire de choix pour qu'il y ait vraiment la démocratie qui s'installe dans ces pays-là? Nous sommes un partenaire de choix pour au moins 2 ou 3 raisons. La première, c'est que nous sommes un partenaire neutre. Nous n'avons pas d'intérêt particulier comme pourraient l'être des relations multilatérales ou bilatérales. Nous sommes les Nations Unies, nous avons des mandats très clairs, bien tracés, sur la base desquels nous fondons nos rapports avec les pays. Il y a la Charte des Nations Unies, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, et il y a des conventions internationales qui guident le travail du système des Nations Unies. Donc il y a un consensus au départ cristallisé dans ces documents de référence et nous essayons de mettre en œuvre ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bien évidemment nous parlons de développement. Dans UNDP tout à l'heure, vous avez dit ce que c'était. Le dernier, la troisième lettre, c'est développement. Un système, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. PNUD, la dernière lettre, c'est développement. Or, il ne peut pas y avoir de développement sans démocratie et il ne peut pas y avoir de développement sans l'homme au centre du développement. Nous parlons, nous, au PNUD, nous avons le concept de développement humain. L'homme au centre du développement, ça veut dire respecter ses droits, respecter sa dignité. Donc pour nous, c'est trois éléments trois facettes d'un triangle, si vous voulez. Développement, droits de l'homme et démocratie vont ensemble et l'un ne peut pas aller jusqu'au bout de son développement sans l'autre. Donc voilà pourquoi je vous dis, nous sommes très intéressés bien sûr à accompagner. Deuxième élément aussi, ou troisième élément pourquoi je vous dirais que nous sommes intéressés, qui est un peu plus pratique et technique, c'est que le PNUD et le système des Nations Unies en général ont accompagné les transitions dans d'autres pays. Plus de 50 pays ont connu une transition durant les 20 ou 30 dernières années, et dans tous ces pays, le programme des Nations Unies pour le développement et les autres agences du système des Nations Unies ont été sollicités et sont encore sollicités pour apporter leur aide. Toutes les 2 semaines, le PNUD est engagé dans l'aide à l'organisation d'une élection dans un pays donné, en moyenne. Ce qui vous montre le fait qu'on a capitalisé une expérience, de l'expertise, de la connaissance sur les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques, etc. Et tout ça est mis à la disposition des pays qui en font la requête.
votre vis-à-vis en Tunisie, donc, est-ce que c'est toujours le gouvernement ou c'est les associations, les sociétés, Alors, la partie civile très bonne question. Bien sûr que, comme je vous l'ai dit au départ, notre vis-à-vis formel, essentiel est le gouvernement, parce qu'on ne peut pas rentrer travailler dans un pays sans un accord avec le gouvernement de ce pays. Mais après, jusqu'où vous pouvez aller dans l'ouverture vers la société civile, vers les universités, vers les éléments qui constituent la trame de la vie sociale d'un pays, ça dépend aussi du type, de la nature du gouvernement avec lequel vous travaillez et de son caractère autoritaire ou démocratique. Bien évidemment, on avait très peu accès à la société civile et aux autres détachements de la vie culturelle, économique et sociale en Tunisie. Et depuis donc la transition, effectivement, nous travaillons, oui, avec le gouvernement, mais pas exclusivement avec le gouvernement. Nous travaillons aussi avec les partis politiques, par exemple. Nous travaillons aussi avec la société civile, en particulier dans le cadre de l'accompagnement. Je voudrais peut-être faire juste un petit point très important. Quand je dis nous travaillons, nous ne prétendons pas prendre des décisions à la place des Tunisiens. Nous ne prétendons pas venir faire la leçon aux Tunisiens. Nous prétendons être disponibles lorsque des questions se posent dans la manière de gérer un processus et de venir dire, écoutez, ces questions se sont posées ailleurs. Voilà comment elles ont été résolues dans tel pays, voilà comment elles ont été résolues dans tel pays, et donc à vous maintenant, dans votre contexte, à prendre la décision qui vous semble la plus adéquate pour résoudre ce problème dans le contexte tunisien. C'est un point très important. Je veux dire par là que nous n'imposons rien, nous apportons l'expertise et la connaissance qui est disponible et nous la mettons à la disposition du pays. Et Inch'Allah, quand les élections of Tunis, le Majlis Ta'sisi, quand elles seront terminées, l'expérience que nous aurons acquise en Tunisie va être aussi une leçon apprise qui va être utilisée par d'autres. On va voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce qui a donné des résultats probants, ce qui continue à poser des questions d'organisation ou de structuration du processus électoral, de sorte que d'autres pays demain puissent aussi bénéficier de l'expérience. Donc vous voyez, c'est une espèce de boule de neige qui n'arrête pas de tourner. Là, justement, pour finir, donc, est-ce que vous pouvez donc être sollicité par des partis, donc des personnes qui ont des idées, des personnes qui veulent justement venir vous proposer des projets ou des idées ou solliciter justement votre... Absolument, absolument. Pas plus tard qu'hier, par exemple, j'ai reçu un groupe de personnalités qui se sont organisées en réseau national d'action contre la corruption. Ils sont venus me présenter ce qu'ils comptent faire et on a eu aussi des contacts avec d'autres associations par le passé. Nous avons organisé des activités, par exemple, nous avons organisé une journée d'études sur le financement des partis politiques où on a invité une quarantaine de responsables de partis politiques, ça c'était au mois de mai. Nous avons organisé des journées, 2 fois des universités pour les femmes candidates. Parce que nous pensons qu'il y a encore un travail énorme à faire pour s'assurer que la parité s'inscrive dans les faits et qu'elle ne soit pas simplement un slogan. Donc nous avons organisé cela. Nous avons fait venir au mois de mai ou juin dernier une délégation de responsables qui ont vécu et qui ont milité pour les transitions dans leur propre pays, des hauts responsables chiliens, mexicains, qui sont venus ici. Et nous avons organisé à cette occasion, c'était dans la presse, je pense que nous avons organisé une table ronde avec des responsables de la société civile, et nous avons organisé aussi une table ronde avec les responsables des partis politiques et avec certains ministres qui étaient venus aussi donner leur avis, etc. Pour, d'une part, partager cette expérience, d'autre part, montrer que la transition démocratique est un chemin long et pas nécessairement linéaire. Ça demande beaucoup de temps. Les Mexicains nous ont appris que leur transition a duré des décennies. Elle a duré pratiquement 3 décennies. Le Chili, c'est 14 à 15 ans pour réussir une transition démocratique. Ça ne veut pas dire que le fait que ce soit lent, il faut
il faut abandonner, bien au contraire. Ça veut dire qu'il faut simplement s'armer aussi de patience et voir quels sont les écueils qui peuvent faire dérailler un processus démocratique. Merci pour votre accueil. Je vous en prie.